Radioactivité, j'écoute ma ville. Aujourd'hui, je suis sur le 96.5 pour vous parler d'animaux. Vous allez apprécier car je suis avec Marine Lecoq. Elle est comportementaliste et éducatrice canin. Elle habite en Moselle. Bonjour Marine. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ça va, très bien. Contente de vous avoir parmi nous à Radioactivité. On est content parce que nous allons savoir beaucoup de choses sur les animaux. On va peut-être mieux les comprendre et vous allez nous donner bien sûr des précisions. Alors d'abord, depuis combien de temps faites-vous ce métier qui était peut-être au début une passion mais qui est devenu un métier maintenant ? Ça fait 1 an, donc entre-temps j'ai eu 2 ans d'études pour devenir comportementaliste et 1 an pour devenir éducateur, et là ça fait depuis juillet dernier que la boîte est ouverte sous le nom de Parole Animale. Parfait, donc vous vous situez en Moselle. C'est ça, à Ars-sur-Moselle. Et quand vous travaillez, vous avez un périmètre de combien de kilomètres environ ? Je compte plutôt en heures, donc c'est à peu près à 1 heure de Metz où je me déplace. D'accord, donc si à Pont-à-Mousson on a besoin de vous, il n'y a aucun souci. Pas de problème. Pas de problème. Donc comment gérer cette question ? C'est-à-dire comment un comportementaliste arrive dans votre foyer ? Qu'est-ce qui vous apporte et pourquoi choisir un comportementaliste ? Alors c'est surtout pour des problèmes. Alors du coup je fais chien, chat et cheval. Oui. Donc c'est pour des problèmes de comportement qui peuvent être néfastes à une relation sociable entre l'humain et le chien. Donc ça peut être simplement des chiens qui sont pas propres ou même des chats, Oui. De l'agressivité, de la dépression, tout ça. C'est un comportementaliste qui peut venir directement chez vous pour analyser l'environnement de l'animal et en fonction de ça, il va vous donner des conseils à mettre en œuvre pour améliorer l'environnement du chien. Parfait, donc si votre animal a peur ou est agressif ou fait régulièrement ses besoins à la maison, vous expliquez à la famille comment il faut faire pour se débarrasser de ces habitudes-là. C'est ça, en fait il faut trouver déjà les causes, pourquoi il fait ça. Et en ayant trouvé la cause, on peut trouver une solution au problème. Donc il faut absolument venir, je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui se déplacent pas. Et à ce moment-là, pour moi, c'est pas juste en fait. Il faut absolument se déplacer pour analyser l'environnement des animaux, de l'animal. Et en fonction de ça, adapter des propositions qui peuvent être facilement mises en place. Oui. Et pour avoir des résultats qui sont assez rapides, entre 2 et 3 mois, quoi. Oui, alors si on a un chiot, donc un chiot c'est un bébé chiot en bas âge, forcément, qui fait des petites bêtises à la maison, comme les enfants pourraient faire, un petit caca ou un petit pipi par-ci par-là, est-ce que c'est intelligent et conseillé de lui mettre la truffe dedans, comme j'ai déjà entendu dire? Moi je ne le fais pas. Forcément, je ne le fais pas du tout. Mais est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que ça passe ? On n'est pas obligé de vous appeler. Et on a toujours entendu dire, tu lui mets la truffe dedans et tu verras, il ne le fera plus. Est-ce que c'est vrai ça ? Alors ça, le problème, c'est que c'est dans les mœurs, que ce soit pour des humains ou pour des animaux. Il y a des personnes pas très intelligentes qui le font en pensant que c'est un geste de domination et du coup que le chien apprend plus vite. Mais en fait, non, pas du tout. Ça peut provoquer des graves troubles psychologiques pour le chien. Bon, je dis le chien, mais du coup, ça peut être le chat aussi. Oui. Et en fait, ça peut développer des coliques. Donc, le chien peut arrêter de se mettre à déféquer, tout ça, parce qu'il veut pas avoir le risque de retrouver son museau dedans. Donc, ça va être soit des chiens qui vont commencer à manger leur déjection, soit ça va être des chiens qui vont se retenir, et du coup, c'est directement le vétérinaire, ça peut être grave. Donc, non, je suis pas du tout pour cette solution, parce que c'en est pas une. C'est plutôt des personnes qui ont fait ça qui vont m'appeler par la suite. C'est tellement plus simple de porter son chien, de le mettre dehors, et quand il fait ses besoins dehors, on le félicite. C'est ça l'apprentissage d'un chiot, c'est le renforcement positif. Mais justement, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui viennent d'acquérir un chiot pour éviter justement d'avoir des problèmes, est-ce que vous allez chez eux et qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors déjà, avant de l'accueillir, il faut préparer un peu la maison à avoir un chiot. Donc tout ce qui est câble électrique et les choses un peu dangereuses, il faut les enlever comme pour un enfant. Lui faire un petit coin, ça pourrait être sympa. Par exemple, alors, il y en a qui sont contre les cages. Moi, je suis pas forcément contre, du moment que la cage reste ouverte en permanence et qu'elle est où il y a des coussins dedans, elle est aménagée, des coussins, des plaids, vraiment pour lui offrir un petit cocon. Bon, moi, pour mon chien, je lui ai acheté un tipi. Donc, du coup, il dort dans un tipi. C'est mignon, ça. C'est ça. Plutôt qu'avoir un panier où c'est ouvert au-dessus, il a un tipi, donc ils sont en sécurité. Et ça l'a beaucoup aidé pour se passer de ses parents, surtout de sa mère et de ses frères et sœurs. Ouais, c'est dur. Il a pleuré comme tous les chiots.
une nuit ou deux. Ça fait de la peine. Hein. C'est ça, mais le fait d'avoir le petit tipi ou même une cage bien aménagée, toute mignonne, ça permet au chien ou toujours au chat de se sentir un peu couconné et du coup, il se sent plus en sécurité et c'est plus facile pour lui la transition entre son ancien foyer et sa nouvelle famille. Oui, alors ce qui est bien, c'est que vous allez aussi peut-être au préalable dans la famille d'accueil qui veut peut-être acquérir aussi un chiot ou un petit animal de compagnie, pas spécialement que des chiots, et puis vous leur apprenez ou vous leur montrez, vous les conseillez sur la race de chiot ou l'animal qui doit... Donc que ça soit un chiot ou un chien ou encore un chat et toujours un cheval, oui. En fait... il y a plusieurs personnes qui font des erreurs quant au choix de leur animal. Donc, par exemple, des personnes peu actives qui n'ont pas de jardin, qui vont prendre un berger suisse. Du coup, ils vont finir par m'appeler parce qu'un berger suisse est un berger. Donc, il a besoin d'espace, oui. Il a besoin de sport et c'est un chien qui est un peu caractériel. C'est le beau chien blanc, là? C'est ça, c'est le beau gros chien blanc qui est long poil. Qui ressemble à un loup. Tout à fait. Oui. Et c'est pareil pour les bergers australiens, c'est des chiens qui sont très à la mode en ce moment, tout le monde en veut, sauf que dans un appartement ça marche pas. Ben non. Ça fait que du coup moi je viens chez les personnes pour savoir un peu leurs attentes, quel type d'animal ils veulent, quelle race, quel sexe, et du coup après je peux regarder plus en détail avec eux les races qui pourraient leur correspondre. Et par exemple si quelqu'un aime bien un berger suisse ou un chien type primitif comme les huskies, etc., mais qu'ils n'ont pas de terrain. Dans ce cas, puisqu'en plus je suis spécialiste des primitifs, je pourrais toujours leur proposer un eurasier, qui est une race donc que moi j'ai personnellement, qui a un très bon chien, ou un chocho. Mais le chocho est un peu plus caractériel, mais il est moins sportif, donc il aime rester pâteau à la maison. Et une personne qui a un appartement, ça le satisfera parfaitement. Bien sûr, donc vous allez les voir pour prendre les mesures nécessaires pour les accueillir donc l'animal qu'ils ont envie d'avoir, et vous leur donnez les conseils justement pour mieux choisir. Alors vous, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans le comportement des animaux? Qu'est-ce que vous aimez travailler le plus? Moi j'aime travailler déjà l'aide au choix d'un chien parce que je trouve ça super intéressant de trouver la race qui correspondra à la famille, surtout quand les enfants viennent me dire ce qu'ils veulent, ils veulent un nounours et que les parents ils veulent un chien à poil court, mais du coup c'est assez drôle. Et ce que j'aime beaucoup surtout c'est intervenir sur des chiens agressifs. Parce que à la base je me suis mise en comportementaliste parce que je voulais éviter l'euthanasie à des chiens où les personnes se sentent complètement dépassées et du coup à ce moment-là moi j'interviens pour au moins laisser une chance. Si la famille ne se sent pas, on peut toujours replacer le chien, mais on peut éviter les euthanasies qui sont parfois non fondées. Donc après, il y a des bons vétérinaires qui euthanasient pas pour rien, mais il y a pas mal de cas qu'on pourrait quand même sauver. Et comme le comportementaliste n'est pas encore super bien reconnu en France, c'est vrai que du coup c'est un peu plus compliqué et on y pense un peu trop tard. Oui, c'est vrai. Alors vous dites que vous êtes spécialisé dans les chiens primitifs. Expliquez-nous. Alors les chiens primitifs, c'est tout ce qui est du coup les eurasiers, les samoyèdes, les huskies, les malamutes. C'est des chiens en fait qui se rapprochent du loup, par exemple le loup tchèque aussi. C'est des chiens qui ont un instinct qui se rapproche vraiment du loup parce qu'il y a eu moins de croisements, ils sont plus anciens par rapport à par exemple un bichon. Donc il peut avoir aussi le Spitz, le Spitz qui est tout petit. Ça reste un primitif, c'est un nordique. Et c'est des chiens qui sont spéciaux, mais moi je leur trouve vraiment quelque chose de particulier parce que ils n'ont jamais la même réaction qu'un autre chien. Pour réussir à vraiment les éduquer, il faut que ça soit dans le renforcement positif. Donc c'est donnant-donnant, il faut que le chien ne soit pas contraint à faire quelque chose, sinon il ne le fera pas. Et du coup c'est vraiment une relation super intéressante. Et j'ai du coup j'ai développé un service qui s'appelle les rencontres primitives. Donc c'est sous rendez-vous au maximum de 5 chiens dans les alentours de Metz, suivant les demandes. Et ça consiste à quoi? En fait, ça consiste au fait de faire rencontrer plusieurs chiens, donc maximum 5 pour les risques de sécurité. Dans un environnement naturel, donc totalement lâché. Il faut que les chiens soient quand même d'un minimum social. Et à ce moment-là, en fait, pendant que eux jouent ensemble entre primitifs, on va dire, en tant que chien de meute, nous on peut parler avec les propriétaires et je leur explique un peu d'où viennent leurs chiens, quelles sont les spécificités, parce qu'on peut connaître son chien super bien, mais pas connaître ses origines et de savoir d'où son caractère peut venir. Et exactement. Ah oui, ça c'est intéressant et c'est important pour qu'il y ait justement une bonne complicité avec le maître et puis une bonne harmonie dans la famille, en sachant que dans une famille, parfois il y a des enfants agités ou pas, et qui tirent sur la queue du chien, qui servent du chien pour faire un manège et tout ça. Et ça,
vraiment, c'est insupportable à voir, mais bon, il faut savoir le gérer. Et je pense que vous donnez des conseils aussi par rapport à ça. Oui, ben, en général, mes rendez-vous, ça se passe qu'avec les adultes. Mais c'est vrai que on est plus large et ça fait qu'on parle plus aux enfants. Oui. Et je suis aussi également diplômée PECRAM. Donc c'est le programme d'éducation à la connaissance du chien et aux accidents par risque par morsure. Donc c'est-à-dire que je vais aller dans les écoles, donc ça commencera en septembre. C'est bien dans ça. Les écoles pour aller parler, école, médiathèque, tout ça. C'est génial. Pour aller parler directement aux enfants, pour leur dire comment aborder un chien, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire. Lors d'une attaque, qu'est-ce qu'on doit faire. Et je fais aussi ça pour les adultes. Donc je vais développer ça à la poste. Les livreurs de pizza, des choses comme ça. Les facteurs. Voilà, les facteurs. Je connais quelque chose avec ça. Ouais, les facteurs, ça c'est compliqué. C'est la casquette qui embête, non? Qu'est-ce non, qui dérange pour les facteurs? Oui, alors déjà, il y a l'uniforme qui peut un peu intimider les chiens, voire se mettre en position de dominance face à eux, ce qu'ils n'aiment pas du tout. Mais c'est surtout le fait qu'un facteur va de maison en maison, tous les jours. Et quand le chien arrive et qu'il aboie pour faire fuir du coup le danger, donc le facteur en l'occurrence, le facteur part. Mais c'est pas parce que le facteur a eu peur du chien, c'est parce qu'il doit finir sa tournée. Oui. Donc il passe de maison en maison, mais pour le chien, c'est gagné. Il a fait fuir le voleur qui vient voler de maison en maison. Ah oui, on n'aurait pas imaginé ça. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça sera éternel. Le facteur et le chien, c'est pour toujours. Oui, après, il y a des facteurs gentils qui aiment les chiens, qui prennent le temps d'aller caresser, de parler un peu aux chiens. Oui. Et ça donne des chiens qui sont un peu moins sur la défensive quand ils voient l'uniforme. C'est vrai, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez aussi des partenariats avec d'autres structures, à part les familles, des organismes spécifiques? Oui, du coup, je peux pas les citer, mais j'ai plusieurs enseignes là. Du côté de la Zagdonie ou aux alentours de Pont-à-Mousson, dont une qui a ouvert à Yutz il n'y a pas longtemps. D'accord. Et c'est vraiment des enseignes qui se remettent en question par rapport au bien-être animal. Donc du coup, ils ont fait appel à moi pour suivre un peu soit les chiens qui vendent, ou soit donner des conseils, par exemple, lors d'une journée événement. Oui. Pour, en fait, je vais avoir un stand où les gens vont pouvoir venir me poser des questions. Donc je vais leur répondre. Ça sera pas spécialisé vraiment sur leurs questions parce qu'il faudrait que je me déplace. Bien sûr. Mais ils auraient quand même des conseils à mettre en place. Peut-être donc qu'ils n'auront pas besoin de me rappeler par la suite. Par la suite. C'est une bonne initiative, ça. Il va y avoir du travail alors. Oui, je pense que ça peut être sympa. Oui. Et puis j'espère que vous allez aussi expliquer à la majorité des personnes qui achètent un animal de compagnie qu'un animal, ce n'est pas un jouet, mais que ça reste un être vivant et qu'on doit être responsable jusqu'au bout de cette petite boule de poil tellement adorable qui nous donne tant et ne pas le mettre au placard ou dans une poubelle ou sur le bord de la route un jour ou l'autre. C'est ça, en fait, c'est vraiment compliqué parce qu'autant on a des personnes qui adorent les animaux et ça se voit parce que du moment qu'on prend un comportementaliste et qu'on se remet en question, tout à fait, c'est que l'homme a déjà fait un bon pas vers l'avenir avec lui, avec le chien ou le chat. Et le problème, en fait, c'est que souvent on achète des animaux en cadeau à des personnes qui n'en veulent pas forcément. Parce qu'après qu'on s'achète un chien à Noël parce qu'on le désire depuis longtemps, ça ne pose pas de problème. C'est sûr. Mais l'offrir en cadeau à quelqu'un sans qu'il puisse choisir le chien, le caractère, la race, même s'il en veut ou pas, c'est compliqué parce qu'après c'est des chiens qui deviennent des objets. Oui, c'est vrai. Comme un vase qu'on met dans le coin de son appartement et une fois que le vase il nous semble plus très beau, on le jette. Et c'est pas le cas pour un chien, c'est vraiment un investissement à vie. Est-ce que vous êtes plus pour aller chercher, adopter et faire une bonne action des animaux dans les SPA, dans les refuges, ou alors les animaleries? Pour moi, c'est en fonction de la demande des personnes, mais je suis plus forcément pour aller en animalerie, en SPA. Cependant, l'animalerie, si les chiens ne sont pas vendus, ils termineront quand même un jour ou l'autre à la SPA. Donc après, je pense que c'est... Ah, ça se passe comme ça? Quand ils sont pas vendus, ils terminent à la SPA? Il faut bien qu'ils finissent quelque part. Donc en général, ils arrivent à tous les vendre parce que c'est des chiens qui peuvent être l'offre par la suite. Donc c'est des bonnes affaires, c'est des chiens qui sont suivis. Après, comme je vous dis, c'est en fonction de ce que les personnes attendent. Si elles veulent absolument une race parce qu'ils sont passionnés depuis 10 ans de cette race et qu'à l'Espagne, il n'y en a pas, forcément, ils iront en animalerie. Oui. Après, je suis plus pour aller en élevage. L'animalerie, c'est encore différent. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui en vendent, donc c'est bien quand il y a un suivi avec un comportementaliste et un éducateur. Au moins, ça permet de ne pas avoir n'importe quel chien. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand même privilégié d'aller... c'est quand même mieux d'aller en SPA ou en refuge normaux, quoi. Bien sûr. Et est-ce que vous avez aussi
une idée sur bien sûr que vous en avez une, sur la facilité pour éduquer les chiens. Quel est le chien le plus facile, par exemple, à éduquer? Alors, éduquer, ça dépend ce qu'on entend par éduquer. C'est éduquer dans le cadre d'un chien de famille. Je dirais tout ce qui est Labrador ou Golden, parce que c'est des chiens qu'on croise souvent. Oui, un bon chien de famille. Voilà, c'est un bon chien de famille. Après, il y a d'autres chiens qui sont plus faciles à éduquer, pas forcément dans le cadre de la famille, quoi, qui sont des bons chiens quand même. Oui. Mais tout ce qui est berger, border collie, c'est des chiens qui sont super intelligents, qui sont très bons, tout ce qui est agility et qui vont répéter les ordres super facilement. Ou les malinois. Tout ce qui est malinois, berger allemand, ils ont une faculté à retenir et à mettre en application tout ce qu'ils apprennent très facilement. Ça reste quand même des bons chiens de famille, mais c'est vrai que le Labrador et le Golden sont quand même des chiens qui sont très 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 aimés en France. C'est clair. Et même, je pense que la mode, il y a 5 ans, du Bull Terrier, ou encore là, cette année, de tout ce qui est berger suisse, berger australien, il y aura quand même plus de Golden, je pense, et de Labrador que de toutes les races réunies en France, parce que c'est rentré dans les mœurs et c'est un bon chien de famille. Après, bien sûr. C'est sûr que c'en est un beau. Marine, est-ce que vous avez des animaux de compagnie chez vous? Oui, du coup, j'ai un eurasier, donc un primitif qui s'appelle Oreo, qui a 9 mois, donc qui m'a donné un peu de fil à retordre, mais qui maintenant est un super chien. Et un cheval, du coup, un réformé. Oui. Un réformé des courses. Vous êtes vraiment une amoureuse des animaux. C'est ça. En fait, à la base, j'étais pas du tout destinée à ça. J'ai fait un BTS communication. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était les animaux, parce que c'est entier, ça ment pas. Et ça complète. Le BTS communication. C'est de la communication, mais pas marketing. Du coup, voilà. C'est de la communication mieux, hein. animale, c'est ça. Et il y a beaucoup de liens sociaux aussi avec les maîtres, et c'est ça que j'aime bien. Oui. J'aime les gens, j'aime les animaux, et c'est vrai que là, pour le coup, je suis servie. Parce que je parle beaucoup au maître et au moins je sers à quelque chose. Bien sûr. Et parler à l'oreille des chevaux, ça s'appelle comment? C'est un chuchoteur. Et c'est pour ça aussi à la base que j'ai voulu devenir comportementaliste. C'est quand j'ai eu mon trotteur. Oui. Il était sévèrement impacté psychologiquement. Et du coup, avec un peu de travail, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, ça fait 5 ans maintenant que je m'en occupe. Au bout de 1 an, fallait être patient quand même. Il est devenu super bien et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Sauf que chuchoteur, c'est aux États-Unis, donc je pouvais pas faire ça en France. Ça fait que je me suis renseignée, j'ai trouvé le métier de comportementaliste, qui est à peu près pareil, sauf qu'on ne chuchote pas. Oui. C'est plus et pourquoi ne pas justement vous être à l'initiative de ce métier, chuchoter à l'oreille des chevaux et tout ça? En fait, peut-être que vous, avec votre jeunesse, votre dynamisme et votre persévérance, vous allez peut-être y arriver. Ça serait possible, mais en fait, c'est vraiment entre le comportementaliste et le chuchoteur, c'est vraiment infime la différence qu'il y a entre les deux. C'est juste que c'est le nom en France et le nom aux États-Unis. Après, on peut pas dire qu'on a un chuchoteur si on s'occupe de chiens. Un chuchoteur, c'est surtout les chevaux. Oui. Comme tout le monde, du coup, qui nous écoute, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, du coup, c'était un chuchoteur. Donc après, ils ont quand même des méthodes que je suis pas forcément d'accord. Le fait d'attacher le sabot à un cheval, tout ça, c'est pas dans mon optique. Moi, c'est vraiment du renforcement positif, du début à la fin, tout le temps récompenser, caresser, câliner, sans agressivité. C'est ça. Après, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans les mœurs par rapport à ce film, qui est très bien. Oui. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Le fait de chuchoter, ça sert pas à grand chose. Il faut voir pourquoi ce cheval a ce comportement-là, adapté. Et en fait, c'est beaucoup d'éthologie. Donc c'est beaucoup tout ce qui est naturel pour le cheval. Il faut observer les animaux pour comprendre. Tout à fait. Et c'est compliqué maintenant pour nous, dans notre société, de laisser un cheval au plus proche du naturel, parce qu'ils sont soit enfermés dans des box, donc ils peuvent pas forcément manger toute la journée, ils peuvent pas marcher. Et un cheval, en fait, dans sa journée, il fait que ça. Il mange, il surveille et il marche. Oui, c'est vrai. Tout. C'est quand même triste d'aller contre nature. C'est ça. Bon, après, il y a des très bonnes écuries dans le coin qui mettent à disposition des paniers à foin et où ils sont sortis la majorité du temps en parc. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il y a d'autres écuries où là, ils sont que en box. Et c'est pas pour ça que les chevaux sont malheureux, mais ils peuvent développer des tocs. Tout à fait. Comme le tic de l'ours, le tic à la pluie, tout ça. Oui, j'ai déjà vu. Ça peut être compliqué, ça peut engendrer des coliques. Un cheval qui tique à la pluie, parce qu'ils avalent de l'air, en fait, et c'est pour s'occuper. Et l'estomac se retourne, et puis c'est la fin. C'est pas bien. C'est vraiment horrible. néfaste. Mais moi, je peux intervenir dans ces cas-là,
et c'est plutôt rapide de trouver une solution. Mais on est content de vous avoir avec nous sur Radioactivité. Vous nous donnez des tas de conseils et de renseignements vraiment utiles et importants qui doivent être passés comme on dit, de bouche à oreille et d'oreille à bouche pour vraiment être en harmonie avec les animaux qui nous rendent si bien leur amour, parce que faut le dire, hein, les animaux, on dit c'est notre ombre, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne leur rend pas de la même façon. Tellement eux sont fidèles, certaines personnes j'ai l'impression que le retour n'est pas à l'identique. En fait, c'est parce qu'avant le chien était seulement un chien de garde ou un chien de ferme, voilà. Et ça commence à évoluer. Donc après, il y a vraiment les opposés. Hein. Il y a vraiment le chien qu'on va habiller, faire des concours de beauté. Bon, oui, voilà. C'est pas trop mon truc, ça. Et on a les chiens de ferme qui restent dehors toute la journée et leur boulot, c'est de faire la garde. Après, chacun fait un peu ce qu'il veut avec son chien du moment que le chien est heureux et qu'il ne développe pas de troubles de comportement. Moi, ça me dérange pas. Il y a des races qui sont faites pour garder un border collie. Si vous l'emmenez dans une famille, dans un appart, ça n'ira pas. Non. Donc, chaque race qu'il soit dans son élément. C'est ça. Après, l'humain a fait des présélections pour former les races. Tout à fait. Pour subvenir aux besoins de l'humain. Donc après, c'est un peu moche parce que du coup, c'est l'humain qui a la main sur ça. Mais grâce à lui, on a quand même 300 races de chiens. Quoi. Oui. On a pas mal de races. C'est ça, c'est vrai. Donc, pour faire appel à un éducateur canin ou un comportementaliste, sans avoir peur de se tromper et être sûr qu'on utilise les bonnes méthodes, ni trop brusques, ni dans la punition pour faire peur aux chiens, comment on est sûr de faire le bon choix, Marilyn, pour justement faire appel? Alors déjà, il y a une différence entre le comportementaliste et l'éducateur. L'éducateur, ça sera quelqu'un qu'il faut appeler quand on a un problème donc, d'éducation, comme le nom l'indique, hein, avec le chien. Donc ça peut être soit des ordres de base qu'on n'arrive pas forcément à faire ou qu'on veut apprendre avec lui, donc avec l'aide d'un professionnel pour être sûr de faire les choses dans l'ordre. Pareil, hein, il y a des bons éducateurs, des mauvais éducateurs, mais je suis pas là pour juger. Pour moi, un bon éducateur, c'est une personne qui est tout le temps dans le renforcement positif, qui n'utilise pas les colliers étrangleurs, qui n'utilise pas le collier électrique, ni la sanction, ni le spray à la citronelle. Enfin, on peut avoir une liste très longue. J'avais pas entendu ça encore. La citronelle, c'est un répulsif naturel. Et c'est vrai que quand le chien adopte un mauvais comportement, enfin plutôt une mauvaise attitude, il y a certains professionnels qui utilisent le spray de la citronelle, c'est un collier. Hein. Donc après, moi, je suis contre tout ça. D'accord. C'est pas du tout mes méthodes. Après, chacun a ses méthodes. Hein. Oui. Et du coup, en fait, l'éducateur va par exemple aller sur un chien qui tire en laisse. Ou qui n'est peut-être pas propre. Après, en général, pour le manque de propreté, on ne prend pas forcément un éducateur, mais c'est vraiment l'éducation à proprement dire. Alors que le comportementaliste, lui, il va venir pour tous les problèmes de comportement que le chien peut développer. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la malpropreté, mais pas forcément chez un chiot, c'est plus de la malpropreté chez un adulte qui n'est pas normal en fait. Ou ça peut être simplement des personnes qui sont soucieuses de l'environnement du chien et qui vont nous appeler pour s'assurer que le chien se sente bien chez eux. Il y a vraiment plein de types de personnes. Après, moi, j'ai choisi de faire éducatrice en plus. Parce que je voulais pouvoir traiter un chien hyperactif et qui saute sur les gens. Le fait qu'il soit hyperactif, c'est du comportement. Oui. Mais le fait qu'il saute sur les gens, c'est de l'éducation. Et moi, je voulais pas m'occuper que de la moitié d'un problème et de laisser un autre à un confrère. Donc, je voulais pouvoir agir directement sur le chien et c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver si on a plusieurs personnes qui s'en occupent. Alors, on sait aujourd'hui que la théorie de la dominance, comme vous venez de le dire, Marine, n'est pas applicable aux chiens et que ni l'éducation ni la rééducation ne doivent se faire à l'aide d'outils provoquant de la douleur. Donc, vous êtes la bonne personne, on vous a trouvé, on va vous garder. Donc, on peut redonner vos coordonnées ? Oui, bien sûr. Du coup, c'est Parole Animale. Donc, vous pouvez me trouver sur mon site internet. J'ai aussi Facebook. Je vais me trouver dans plusieurs magasins des alentours. Déjà jusqu'à décembre, j'ai plusieurs dates. Oui. Après, de toute façon, tout est communiqué sur mes divers réseaux. Donc, et sinon, je peux peut-être vous donner mon numéro pour les personnes qui écoutent s'ils ont un calepin sous la main. Tout à fait. On le redonnera régulièrement, nous aussi. Pas de souci. On écoute. C'est le 06 81 81 50 72. 06 81 81 50 72. Donc vous vous situez en Moselle. Parole avec un E et animal. Est-ce qu'il y a un compte aussi Insta ?
Non, j'ai seulement pour l'instant Facebook et un site internet qui va être renouvelé par une agence d'ailleurs. D'accord. Bientôt. Ah oui, quelque chose de très professionnel. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est celui que je me suis faite moi, mais étant donné que ça commence à bien se développer, Mais vous êtes très jeune, Marine. Comment est-ce que vous avez réussi à faire tout ce que vous venez de nous dire? On a l'impression que ça fait 10 ans que vous travaillez. Ah non. Non, bah là, j'ai 24 ans, donc ça va. C'est génial. Du coup, oui, j'ai commencé en fait, c'était pendant mon BTS que j'ai commencé à rechercher un peu ce que je voulais faire. Vous êtes épanouie? Oui, bah là complètement. Du moment que je suis avec les animaux, avec des personnes qui partagent la même passion que moi, oui. Bah ça peut qu'aller. Oui. Et vous travaillez seule? Oui, pour l'instant, je suis seule. Après, peut-être un jour, si vraiment ça marche bien, j'aurai peut-être quelqu'un pour prendre mes rendez-vous, mais pour l'instant, je peux tout faire toute seule. Ah ben c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup d'être venue à Radioactivité pour nous donner toutes ces informations, ces précisions pour nos compagnons de tous les jours à qui on doit tant. Voilà. Ben, merci à vous et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Hein. Ben, merci beaucoup et puis on se tient au courant s'il y a des petits événements que vous créez régulièrement ou s'il y a quelque chose, une action dont vous aimeriez faire part aux auditeurs. On est là pour vous et puis on vous soutient dans votre démarche. Merci, merci infiniment. C'est gentil, au revoir. À bientôt.